Qu'est-ce que cela signifie de se posséder soi-même ? Êtes-vous vraiment en contrôle de vos pensées, actions et destins, ou suivez-vous simplement un scénario que la société, la famille et les expériences passées ont écrit pour vous ? Il est facile de vivre la vie en pilote automatique, pris dans les routines quotidiennes et les responsabilités sans jamais se demander pourquoi nous pensons et nous comportons comme nous le faisons. Quand nous parlons de se posséder soi-même, nous parlons de la pratique de devenir pleinement conscient de qui vous êtes au plus profond de vous. Cela inclut la reconnaissance de vos désirs conscients, la reconnaissance de toute motivation cachée qui se cache sous la surface, et l'acceptation des parties de vous-même qui peuvent ressembler inconfortables ou même effrayantes. Il s'agit d'entrer dans votre vie avec un sentiment de confiance et de clarté, plutôt que de laisser passivement le monde extérieur façonner chaque décision que vous prenez. Ce voyage vers l'autonomie personnelle peut être complexe, mais s'il y a un penseur dont le travail peut nous guider à travers le labyrinthe de notre monde intérieur, c'est Carl Jung. Les idées de Jung sur la psyché humaine portent sur l'émergence de nos pensées et émotions, des profondeurs conscientes et inconscientes. En apprenant à naviguer dans ces domaines, nous pouvons atteindre une véritable autonomie personnelle, où nos choix se basent sur une compréhension profonde de nous-mêmes, plutôt que sur l'habitude ou la peur. Pour vraiment saisir ce concept de possession de soi, définissons-le en termes simples. Pensez-y comme vivre authentiquement et embrasser chaque partie de votre psyché, des aspects dont vous êtes fiers à ceux que vous pourriez trouver embarrassants ou troublants. Souvent, les gens essaient de cacher certains traits ou impulsions à cause des attentes sociétales ou de la honte personnelle. Mais la philosophie de Jung suggère que nous ne pouvons jamais vraiment devenir entiers si nous ignorons de grandes parties de ce que nous sommes. En mettant en lumière nos parties cachées, nous pouvons commencer à les gérer au lieu de les laisser nous contrôler depuis l'ombre. La maîtrise de soi implique également de comprendre le rôle puissant que l'inconscient joue dans nos choix quotidiens. Parfois, notre esprit conscient croit être aux commandes, mais des peurs, désirs et traumatismes passés sous-jacents peuvent influencer notre comportement inconsciemment. Jung a affirmé que si nous n'affrontons pas ces éléments plus profonds, ils continueront à nous diriger d'une façon qui semble prédestinée ou incontrôlable. Cependant, une fois que nous apprenons à interagir avec ces facettes cachées, nous gagnons la liberté de décider comment agir réellement. C'est l'essence de l'autonomie personnelle, fusionnant les aspects conscients et inconscients de notre être, afin que nous puissions vivre en accord avec notre nature la plus authentique. Au cours de cette vidéo, nous explorerons comment les concepts de Jung fournissent un itinéraire pour cette intégration. Nous approfondirons ces idées majeures, comme l'ego, la persona et l'ombre, pour voir comment elles façonnent nos personnalités et guident en bête nos relations avec les autres. Nous discuterons également des aspects plus subtils de son travail, tels que les archétypes de l'anima, de l'animus et de l'inconscient collectif, montrant comment ils offrent des indices sur les modèles universels que nous partageons tous en tant qu'êtres humains. Enfin, nous connecterons ces théories à des stratégies pratiques utilisables au quotidien. Nous examinerons des moyens, de la journalisation à l'analyse des rêves, pour plonger dans votre monde intérieur et mettre en lumière tout problème caché. La perspective de Jung était donc très puissante pour le développement personnel. Il pensait que la vraie croissance ne se limite pas à acquérir de nouvelles compétences ou habitudes, mais à connaître et à se lier d'amitié avec chaque recoin de son esprit. Ma fascination pour Jung a commencé lorsque j'ai commencé à lire certaines de ses œuvres originales et réalisé à quel point elles expliquaient les luttes et les triomphes de ma propre vie. Plus j'étudiais ses écrits, comme Souvenirs, Rêves, réflexions et ses célèbres explorations des symboles et des mythes, plus je comprenais que le véritable auto-amélioration n'est pas une question de perfection. Au lieu de cela, il s'agit de l'acte courageux de confronter les parties de nous-mêmes que nous préférerions cacher. À la fin de cette vidéo, j'espère que vous vous sentirez inspiré pour commencer ou continuer votre propre voyage de découverte de soi, et que vous découvrirez à quel point les idées de Jung peuvent être transformatrices pour quiconque est prêt à affronter les profondeurs de son propre esprit.
Carl Gustav Jung est né en 1875 dans le petit village suisse de Kesswil, situé sur les rives du lac de Constance. En grandissant, il était profondément curieux de la vie intérieure des gens et de la nature de l'existence, une fascination probablement influencée par son père, qui était pasteur, et sa mère, qui avait un fort intérêt pour le mysticisme. Bien que Jung ait montré des signes d'introversion dès son plus jeune âge, préférant le jeu solitaire et la contemplation tranquille, il avait également une imagination active qui a suscité son intérêt pour le folklore et les mythes anciens. Ses années formatrices en Suisse, entourées de ses paysages sereins et de son riche patrimoine culturel, ont offert à Jung un environnement fertile pour explorer à la fois le monde extérieur et ses pensées intérieures. Après avoir étudié la médecine à l'université de Bâle, Jung s'est spécialisé en psychiatrie, un domaine qui lui a permis de fusionner sa passion pour la science avec son intérêt profond pour les rêves, la spiritualité et la conscience humaine. Au début de sa carrière, Jung a été intrigué par le travail de Sigmund Freud, dont les études sur l'inconscient étaient des pionnières à l'époque. Leur collaboration éventuelle, souvent marquée par des discussions intenses, et un enthousiasme partagé pour le territoire inexploré de la psychologie humaine, a préparé le terrain pour de nombreuses percées dans la compréhension de la psyché. Cependant, leur relation a pris un tournant brutal lorsqu'ils ont atteint des désaccords fondamentaux sur la nature de l'inconscient, poussant Jung à se séparer de la psychanalyse freudienne et à forger son propre chemin. Au cours de son parcours professionnel, Jung a introduit plusieurs jalons clés qui ont changé le paysage de la psychologie. Parmi les plus importants figure le développement de la psychologie analytique, un cadre qui a élargi le champ de ce qui était alors connu sur l'inconscient. Alors que Freud voyait principalement l'inconscient à travers le prisme des pulsions sexuelles et agressives refoulées, Jung pensait qu'il était plus riche et plus vaste. Il a proposé que l'inconscient contienne des couches au-delà des expériences personnelles, reliant les individus à travers des mythes et des symboles communs. Un autre jalon significatif a été la publication du Livre Rouge, une compilation des écrits privés et des illustrations de Jung qui documentaient son intense auto-exploration, y compris des rêves vivants et des séances d'imagination active. Ce registre personnel a été gardé caché pendant de nombreuses années avant d'être rendu public, et il a offert un regard inégalé sur les profondeurs de la psyché de Jung, révélant comment il luttait avec des visions, des images symboliques et des questions existentielles profondes. En exposant son propre processus d'introspection, Jung a souligné la valeur de l'auto-interrogation comme moyen de comprendre vraiment la nature humaine. L'influence de Jung dépasse largement les murs de l'académie, en partie parce que ses idées restent étonnamment pertinentes dans les cercles modernes de la psychologie et du développement personnel. Regardez par exemple les concepts populaires d'introversion et d'extraversion, que Jung a d'abord introduits comme des moyens distinctifs par lesquels les gens orientent leur énergie soit vers leur monde intérieur, soit vers des activités et des relations externes. Cette simple distinction a jeté les bases de nombreux tests de personnalité, y compris l'indicateur de type Myers-Briggs bien connu, qui est encore largement utilisé aujourd'hui. De même, sa théorie de l'inconscient collectif, l'idée que tous les humains partagent un vaste réservoir de souvenirs et de symboles ancestraux, a captivé l'imagination des artistes, des écrivains et des cinéastes qui ont trouvé dans l'œuvre de Jung un langage pour décrire les motifs universels dans les mythes et la narration. Il y a ensuite le concept d'archétype, des figures universelles comme le héros, le vieil homme sage et la mère, que Jung a soutenu apparaissent dans diverses religions, cultures et contes de fées à travers le monde. Ces modèles archétypaux aident à expliquer pourquoi certains symboles ou récits résonnent si puissamment en nous, peu importe d'où nous venons. En donnant forme à ces thèmes universels, Jung a permis aux individus de voir que leurs luttes personnelles, leurs rêves et leurs triomphes font souvent partie d'une histoire humaine beaucoup plus grande. Ce qui distingue Jung, et le rend si pertinent même à l'ère des médias sociaux et des changements technologiques rapides, c'est son approche holistique de l'esprit humain.
Il croyait que pour nous comprendre pleinement, nous devons regarder au-delà du comportement et des pensées conscientes pour inclure les domaines plus profonds et plus mystérieux de notre psyché. Contrairement à de nombreux penseurs qui réduisent les actions humaines à des processus purement logiques ou purement instinctifs, Jung voyait la psyché comme un mélange de désirs conscients, de motivations inconscientes, de sources archétypales, d'influences culturelles et d'histoires personnelles. Cette perspective inclusive nous oriente vers un sens plus équilibré de la conscience de soi, où nous apprenons à reconnaître que nos peurs, nos rêves et nos intuitions pourraient même être liés à des schémas plus larges que nous partageons avec d'autres personnes. Cette compréhension peut être autant humiliante que valorisante. La compréhension de notre esprit est à la fois humiliante, car elle révèle notre manque d'unicité, et valorisante, car elle nous montre notre liberté à façonner notre destin une fois ses forces comprises. En fin de compte, la question « Comment nous appartenons-nous dans un monde qui nous pousse souvent vers la conformité ?» devient plus abordable lorsque nous appliquons le prisme de Jung. Si s'approprier signifie être fidèle à son individualité, vous devez d'abord reconnaître toutes les influences qui façonnent votre perspective, à la fois dans votre esprit et dans le monde social qui vous entoure. L'étude de la vie et de l'œuvre de Jung montre l'importance d'explorer au-delà des explications conventionnelles pour comprendre nos émotions. Il a démontré, à travers sa rupture avec Freud et à travers ses idées révolutionnaires, qu'il est possible de contester les points de vue dominants lorsqu'ils ne servent plus votre vérité profonde. L'exemple de Jung encourage chacun de nous à examiner nos processus internes, nos rêves, nos peurs personnelles, nos désirs inexprimés, et à les intégrer consciemment afin que nous puissions rester fermes dans ce que nous sommes. Dans une société qui favorise souvent les solutions rapides, les apparences superficielles et la gratification instantanée, l'accent mis par Jung sur l'introspection soutenue et la croissance intérieure sert de rappel bienvenu que la véritable transformation vient de la confrontation avec les profondeurs de nos esprits. Cette confrontation nous apprend à assumer notre comportement, nos choix et finalement nous-mêmes. Quand Carl Jung parle de la structure de la psyché, il décrit les différentes couches et composants qui constituent ce que nous sommes en tant qu'individus. Ce ne sont pas seulement nos pensées quotidiennes et nos décisions conscientes. Il existe également un vaste domaine d'influence qui existe sous la surface qu'il appelle l'inconscient. Selon Jung, notre psyché peut être comprise à travers plusieurs éléments clés, l'ego, la persona et le soi. Ces concepts peuvent sembler abstraits, mais ils sont en réalité des moyens de décrire comment nous vivons la vie, comment nous nous présentons au monde, et ce qui maintient toutes nos différentes pièces ensemble. L'ego est le centre de notre esprit conscient, ce qui signifie qu'il est responsable de notre conscience quotidienne et de notre sens du moi. La persona, en revanche, s'apparente plus à un masque social que nous portons pour nous adapter aux différentes situations, au travail, à l'école ou avec des amis. Enfin, le soi est l'élément unificateur ultime de notre psyché. La partie qui rassemble à la fois notre conscience et notre matière inconsciente en un tout. Lorsque vous commencez à voir comment ces composants interagissent, il devient plus facile de comprendre vos motivations, de naviguer dans vos relations et de prendre des décisions qui correspondent à qui vous êtes vraiment. Commençons d'abord par explorer l'ego, qui est souvent le point de départ lorsqu'on discute de l'idée de la psyché de Jung. L'ego représente notre esprit conscient, la partie de nous-mêmes avec laquelle nous nous identifions généralement au quotidien. C'est ce à quoi nous faisons référence lorsque nous disons des choses comme « je pense »,« je ressens » ou « je veux ». Pensez à l'ego comme le gestionnaire de vos expériences conscientes. Il traite tout ce qui entre par vos sens, organise vos pensées, et décide comment vous devriez réagir au monde qui vous entoure. Du côté positif,
Avoir un ego fort signifie avoir un sens clair de l'autodirection, savoir en quoi vous croyez et être capable de vous exprimer avec confiance. Cependant, un ego trop grand ou rigide peut entraver la croissance. Nous pouvons alors tomber dans les pièges de l'ego, avec des comportements motivés par la fierté, la défensive ou l'obstination qui nous bloquent. Par exemple, si votre ego refuse d'admettre quand il a tort, vous pourriez vous retrouver à chercher des excuses au lieu de reconnaître une leçon précieuse. De même, si votre ego est obsédé par la preuve que vous avez toujours raison, vous pourriez passer à côté de commentaires réellement utiles. Bien que l'ego soit essentiel pour le fonctionnement quotidien, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Quand nous vivons seulement à partir de notre ego, nous finissons par ignorer ce que nous sommes en profondeur, comme nos rêves secrets, nos peurs et nos capacités qui demeurent enfouis dans notre inconscient. Vient d'abord la persona, un terme qui provient du mot latin pour masque. Dans le modèle de Jung, la persona est le visage que nous montrons au monde, les rôles que nous jouons pour répondre aux attentes de la société et le comportement que nous adoptons pour interagir avec les autres. Comparez votre comportement lors d'un entretien d'embauche à celui avec des amis proches pendant un week-end de détente. Ces différences reflètent la nature changeante de la persona. Nous l'ajustons pour répondre aux exigences de différents environnements. Cette adaptation peut être bénéfique, car elle nous aide à fonctionner harmonieusement en société. Par exemple, vous ne diriez pas à votre patron chaque pensée personnelle qui vous traverse l'esprit, ni ne parleriez à un enseignant avec la même approche décontractée qu'avec votre meilleur ami. Cependant, des problèmes surviennent quand on confond notre persona avec notre vrai moi. Porter un masque trop confortablement peut vous faire perdre le contact avec vos véritables sentiments, désirs et opinions. Vous risquez de vivre votre vie selon les attentes des autres, plutôt que selon vos propres aspirations profondes. Pour vraiment vous approprier, il est crucial de reconnaître que la persona a un but, facilitant les interactions sociales, mais elle ne devrait jamais dominer, au point que nous oublions qui nous sommes sans le masque. En prenant conscience de la façon dont votre persona change d'une situation à l'autre, vous obtiendrez une compréhension plus claire de votre véritable moi, qui se trouve sous ces présentations de surface. Alors que l'ego et la persona traitent quant au principalement de notre moi conscient et de la façon dont nous nous relions au monde extérieur, le moi dans la psychologie jungienne est un concept beaucoup plus englobant. Jung a décrit le moi comme le centre de toute notre psyché, à la fois consciente et inconsciente. C'est la partie qui intègre tout ce qui nous concerne, y compris les traits dont nous sommes fiers et ceux que nous préférerions garder cachés. Vous pouvez imaginer le moi comme le système racinaire d'un arbre, avec l'ego comme le tronc et la persona comme les feuilles. L'ego et la persona peuvent être plus faciles à voir et à définir, mais le moi est ce qui vous ancre, vous connectant non seulement à l'inconscient personnel, unique à vos expériences de vie, mais aussi à l'inconscient collectif, les thèmes universels et les archétypes partagés par tous les humains. Trouver l'alignement avec le moi est ce que Jung appelait l'individuation, un processus de devenir la version la plus authentique et entière de vous-même. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un voyage de toute une vie qui implique d'explorer vos rêves, de reconnaître vos peurs et de faire la paix avec les aspects de votre personnalité que vous avez peut-être rejetés. Le but n'est pas d'éradiquer votre persona ou d'aplatir votre ego, mais plutôt d'équilibrer ces parties d'une manière qui est fidèle à votre essence intérieure. Lorsque vous agissez à partir d'un lieu qui vous honore, vous êtes mieux à même de vous engager avec les autres, sans perdre de vue vos propres valeurs, limites et passions. Il est essentiel de se rappeler que chacun de ces composants, l'ego, la persona et le soi, interagit également avec votre inconscient, qui est comme un réservoir caché de pensées, de souvenirs et d'énergie qui se situe en dehors de votre conscience quotidienne. L'inconscient peut vous influencer de manière que vous ne reconnaissez pas immédiatement, en façonnant vos préférences, vos peurs et même la façon dont vous réagissez au stress.
Jung croit que comprendre ces processus inconscients est la clé pour vous posséder pleinement, car cela vous libère d'être gouverné par des impulsions cachées. Au lieu d'agir inconsciemment sur vos peurs ou désirs, vous en prenez conscience, et pouvez choisir de les laisser guider ou non vos décisions. Cette prise de conscience est une pierre angulaire du développement personnel selon Jung, et c'est l'une des raisons pour lesquelles ces théories restent si utiles dans les stratégies modernes d'amélioration de soi. Alors, que signifie tout cela pour quelqu'un qui cherche à mieux comprendre qui il est et comment naviguer dans la vie ? Essentiellement, apprendre à reconnaître votre ego peut vous aider à devenir plus conscient de quand votre fierté ou votre défensivité fait obstacle à votre croissance personnelle. Être conscient de la persona que vous présentez aux autres peut vous aider à éviter de vous perdre dans les rôles que la société, la famille ou les amis pourraient attendre de vous. Plus important encore, la poursuite d'une compréhension de soi vous mène à une sorte de plénitude psychologique qui va au-delà de la simple adoption de nouvelles habitudes ou de la poursuite d'objectifs externes. Au lieu de cela, vous cherchez à réconcilier vos complexités intérieures, reconnaissant que vous êtes à la fois façonné par vos plans conscients et motivé par vos motivations inconscientes. En faisant cela, vous vous rapprochez de la véritable appropriation de soi, un état dans lequel vous vous sentez chez vous avec vous-même, et confiant dans votre capacité à faire face aux défis de la vie sans toujours avoir besoin de vous cacher derrière un masque ou de céder à un ego fragile. Ce sens plus profond de l'intégration est précisément ce qui rend les idées de Jung si précieuses pour quiconque recherche une manière de vivre plus significative et authentique. Carl Jung a introduit le concept de l'ombre pour décrire les parties de nous-mêmes que nous avons tendance à cacher, rejeter ou nier, souvent sans même nous rendre compte que nous le faisons. Contrairement à la persona, qui représente le visage socialement acceptable que nous montrons aux autres, l'ombre est constituée de qualités qui semblent trop difficiles, effrayantes ou socialement inacceptables pour être ouvertement reconnues. Beaucoup de gens comprennent mal l'ombre comme une sorte de présence maléfique qui se cache dans notre psyché, mais Jung n'a jamais voulu qu'elle soit perçue comme purement négative. Au lieu de cela, il a suggéré que ces traits cachés pourraient être tout ce que nous avons décidé, consciemment ou inconsciemment, de garder sous silence. Ils pourraient inclure la jalousie, la rage, l'égoïsme ou des traits que nous considérons comme embarrassants, comme certains désirs ou habitudes. Cependant, l'ombre peut aussi contenir des qualités positives qui ont été étouffées dès le début, comme la créativité qu'on nous a dit n'était pas pratique, ou la confiance qu'on nous a appris à voir comme de l'arrogance. En appelant ces aspects l'ombre, Jung voulait souligner qu'ils se situent juste en dehors de notre vue consciente, mais qu'ils nous affectent toujours de manière puissante. Une question qui se pose souvent est: pourquoi ces parties de nous-mêmes finissent-elles par être réprimées ou négligées en premier lieu ? C'est en grande partie dû à un mélange de peur, de règles sociétales et de croyances morales. Dès l'enfance, nous apprenons à cacher certains comportements pour éviter la désapprobation et nous intégrer. Par exemple, si un enfant est constamment réprimandé pour avoir montré de la colère ou de la vulnérabilité, cet enfant pourrait refouler ses sentiments afin d'éviter d'autres rejets. De même, si notre culture voit la sensibilité comme une faiblesse, nous pourrions réprimer cet aspect de nous-mêmes pour sembler forts et capables. Avec le temps, nous oublions même avoir pris ces décisions, car le processus est progressif. Malheureusement, ignorer ou nier ces traits d'ombre ne signifie pas qu'ils disparaissent. Ils se manifestent souvent en projection, où nous voyons chez les autres les défauts que nous refusons de voir en nous-mêmes. Cela peut conduire à des peurs irrationnelles, des relations tendues et un malaise profond avec ce que nous sommes. Si nous continuons à prétendre que ces traits n'existent pas, des conflits non résolus et des tensions peuvent s'accumuler jusqu'à ce qu'ils débordent de manière malsaine, comme des éclats soudains ou une anxiété chronique.
Reconnaître que nous avons tous une ombre est la première étape vers une compréhension de soi plus complète et honnête. Mais comment identifier ce qui se trouve réellement dans notre ombre personnelle ? Selon Jung, les traits qui nous agacent le plus chez autrui peuvent révéler des aspects de nous-mêmes. Si vous vous trouvez profondément agacé par l'arrogance de quelqu'un par exemple, il se peut que vous luttiez avec votre propre orgueil, que vous avez essayé de contrôler ou de nier totalement. Une autre façon de découvrir le matériel de l'ombre est à travers les rêves, car les rêves présentent souvent des symboles et des scénarios que nos esprits conscients pourraient éviter. Si vous tenez un journal de rêves, vous pouvez y chercher des motifs ou des thèmes inconfortables, y compris des images ou personnages récurrents qui pourraient faire allusion à des pensées ou sentiments refoulés. Même une simple auto-réflexion, où vous vous posez des questions directes, comme « Quelle qualité j'admire chez les autres, mais que j'ai peur d'exprimer ?» ou « Ce que je juge sévèrement en moi ou chez les autres, met en lumière des traits que vous avez repoussés dans l'obscurité. » Parce que ce genre d'exploration peut sembler intimidant, beaucoup de gens trouvent utile de travailler avec un thérapeute, surtout un qui a été bien informé sur les idées de Jung, qui peut les guider à travers le processus avec empathie et expertise. Ce que les gens appellent souvent le travail de l'ombre est la pratique de s'engager consciemment avec ces aspects cachés de nous-mêmes. Cela peut inclure la tenue d'un journal, où vous écrivez librement sur des situations qui déclenchent des émotions intenses, puis réfléchissez à ce que ces émotions pourraient vous dire. La communication peut aussi être un outil puissant. En observant vos pensées sans jugement, vous permettez aux sentiments refoulés de refaire surface. Certaines personnes trouvent que les réglages de groupe ou les amitiés proches sont bénéfiques pour ce travail, car des conversations ouvertes et de soutien peuvent apporter un éclairage sur des qualités que nous pourrions négliger. D'autres choisissent de le faire en privé, au moins, initialement, en expérimentant des méthodes comme l'imagination active, que Jung préconisait pour un dialogue plus profond avec des figures intérieures ou des images symboliques. Peu importe l'approche, le travail de l'ombre requiert du courage. Cela implique d'affronter la honte, la culpabilité ou la peur, des émotions que nous tentons habituellement d'éviter. Mais il est important de noter que le but n'est pas de se juger plus sévèrement, mais d'apporter de la compassion et de la compréhension à ces parties négligées de votre psyché. En les reconnaissant, vous réduisez leur pouvoir de vous saboter de l'intérieur. Bien sûr, la véritable raison de faire un travail sur l'ombre n'est pas seulement d'examiner les vieilles blessures, c'est de vous approprier plus complètement. En reconnaissant et en intégrant vos traits cachés, vous pouvez canaliser positivement leur énergie. Par exemple, disons que vous découvrez une colère précédemment réprimée qui se manifeste par un comportement passif-agressif ou une irritabilité aléatoire. En travaillant à travers l'ombre, vous pourriez trouver une manière plus directe et saine d'affirmer vos besoins, peut-être en apprenant à communiquer les limites plus clairement, ou en canalisant l'émotion intense dans l'art ou l'activité physique. Au lieu de trébucher dans la vie avec des frustrations refoulées, vous développez une relation honnête avec votre colère, en lui permettant de vous informer quand quelque chose est réellement injuste ou menaçant. De même, si vous avez nié votre propre vulnérabilité pendant des années, vous pourriez découvrir que l'accepter peut conduire à des liens plus profonds avec les autres et à une vie émotionnelle plus riche. Dans les deux cas, reconnaître ces traits sombres réduit leur potentiel destructeur et ouvre la voie à l'authenticité. Pour voir à quel point cela peut être transformateur, imaginez une anecdote personnelle. Imaginons une personne ayant grandi en pensant que le manque était intolérable. Dans l'enfance, ils ont peut-être appris à cacher tout signe de besoin d'aide ou de réassurance des proches. En tant qu'adulte, cette personne pourrait se vanter de son autonomie, refusant de demander de l'aide même quand elle est clairement nécessaire. Le sentiment refoulé d'isolement et de lutte peut mener à du ressentiment ou à l'épuisement professionnel. Grâce au travail de l'ombre, ils réalisent que leur soi-disant besoin est en fait juste un désir humain naturel de soutien et de connexion. Une fois qu'ils intègrent cette partie d'eux-mêmes, reconnaissant qu'il n'y a rien de mal à dépendre occasionnellement des autres, ils éprouvent un véritable soulagement.
Ils cessent de se voir comme un fardeau et permettent aux gens dans leur vie d'offrir de l'aide, ce qui conduit à des relations plus saines et à un mode de vie plus équilibré. Cette intégration ne détruit pas leur indépendance, elle l'équilibre simplement avec la vulnérabilité et la confiance. En fin de compte, embrasser votre ombre est l'une des étapes les plus importantes vers la véritable appropriation de soi, car cela implique de revendiquer tout ce qui vous concerne, plutôt que simplement les parties que vous trouvez socialement acceptables ou personnellement confortables. Cela vous permet de vous libérer des schémas conditionnés suivis pendant des années. Lorsque vous n'avez plus à constamment réprimer ou masquer certaines émotions, vous ouvrez un espace pour une créativité, une empathie et une résilience plus profonde. Plutôt que d'être à la merci d'impulsions cachées, vous devenez une personne plus intégrée et adaptable. De plus, vous gagnez une nouvelle perspective sur les défis que vous rencontrez dans la vie quotidienne, reconnaissant que parfois, ce que vous voyez comme un problème purement externe peut en réalité refléter un conflit interne. En comprenant et en travaillant avec votre ombre, vous transformez les tendances inconscientes en choix conscients, ce qui est exactement ce qu'est l'autonomie. Vous ne vivez plus en réaction aux parties de vous-même que vous n'avez pas examinées. Au lieu de cela, vous êtes capable de faire face au haut et au bas de la vie, avec un sens ancré de qui vous êtes, y compris les coins les plus sombres de votre psyché, que vous craigniez autrefois d'explorer. Quand Carl Jung utilise le mot individuation, il fait référence à un processus de toute une vie dans lequel nous intégrons progressivement toutes les différentes pièces de ce que nous sommes, nos attitudes conscientes, nos émotions cachées, nos traumatismes passés, nos rêves et même nos influences culturelles ou ancestrales, en un moi unifié. De bien des façons, l'individuation peut être vue comme un processus de devenir entier. Nous avons souvent des identités divisées. Il y a la version de nous-mêmes que nous connaissons consciemment, ainsi qu'une multitude de parties négligées ou non développées qui vivent hors de vue. Le but de l'individualisation est de mettre autant de ces pièces que possible en alignement. Il ne s'agit pas d'atteindre un état parfait d'harmonie, car la vie est rarement aussi ordonnée, mais de s'efforcer constamment vers une plus grande conscience de soi et authenticité. En prenant le temps de réfléchir à pourquoi nous pensons, ressentons et agissons comme nous le faisons, nous commençons à voir que notre personnalité n'est pas fixe ou unidimensionnelle. Au contraire, c'est un mélange en constante évolution de traits, de désirs et d'expériences qui façonnent qui nous sommes à chaque instant. Jung croyait que plus notre psyché devient intégrée, plus nous sommes stables et capables de gérer les hauts et les bas de la vie. Nous devenons moins sujets aux réactions impulsives déclenchées par des peurs inconnues et plus ouverts aux douces incitations de notre inconscient, qui peut nous guider vers la croissance et la créativité si nous apprenons à écouter. Selon Jung, le chemin vers la plénitude se déroule en plusieurs étapes. Tout d'abord, il faut identifier les rôles que nous endossons au quotidien, ce que Jung nommait la persona. Cela implique de nous demander comment nous nous présentons dans différents contextes sociaux, et si ces masques publics ont éclipsé nos véritables sentiments, ou nous ont fait perdre de vue nos véritables besoins et désirs. Ensuite, nous devons affronter l'ombre, ces aspects de nous-mêmes que nous avons supprimés. C'est souvent une étape difficile, car personne n'aime affronter les parties de leur personnalité qu'ils trouvent embarrassantes, ou même honteuses. Cependant, accepter ces traits peut être profondément libérateur, car cela nous soulage de l'effort constant de prétendre qu'ils n'existent pas. Une fois que nous avons commencé à intégrer la persona et l'ombre, nous passons à la compréhension et à l'équilibrage de nos qualités féminines ou masculines intérieures, ce que Jung appelait l'anima chez les hommes et l'animus chez les femmes. L'idée ici n'est pas que nous avons chacun des traits masculins ou féminins rigoureusement définis, mais que tous les êtres humains ont un mélange de ces deux énergies en eux.
En acceptant ce mélange, nous enrichissons notre vie émotionnelle et créative. Enfin, après avoir navigué à travers ces couches, nous nous rapprochons du soi qui est le centre directeur de toute notre psyché. Atteindre ce stade ne se fait pas du jour au lendemain. Plutôt, c'est un processus continu de raffinement, une danse constante entre ce que nous savons de nous-mêmes et ce que nous avons encore à découvrir. Pourquoi l'individualisation est-elle importante ? En bref, nous ne pouvons pas nous appartenir entièrement si nous négligeons des aspects importants de notre être. Imaginez conduire une voiture en ignorant certains voyants d'alerte. Tôt ou tard, ces signaux négligés provoqueront une panne. En termes psychologiques, si nous continuons à mettre de côté les émotions inconfortables, les conflits personnels ou les questions sur notre identité, ils ont tendance à ressurgir de manière malsaine. Une colère soudaine, une anxiété persistante ou un profond sentiment d'insatisfaction envers la vie. L'individuation nous aide à gérer ces signes avant qu'ils ne se transforment en crise. Elle offre une manière structurée de reconnaître que chaque aspect de notre monde intérieur, même les parties désordonnées ou douloureuses, sert un but. En apprenant à écouter ce qui se passe en nous, nous développons une résilience émotionnelle et un sens de soi plus fort. Jung comparait souvent ce processus au voyage du héros, un schéma narratif dans les mythes et les histoires, où le personnage principal part en quête, fait face à des épreuves, découvre des forces cachées et rentre chez lui transformé. De même, l'individuation nous appelle à nous aventurer dans les profondeurs de notre propre psyché, armés de curiosité, de courage et d'humilité, afin de déterrer des vérités plus profondes. Bien que cela puisse sembler intimidant, ou même effrayant parfois, la récompense ultime est une vie plus riche et plus significative. Nous apprenons à nous guider avec une boussole interne qui pointe vers nos inclinations les plus authentiques, plutôt que de laisser les pressions extérieures dicter qui nous devrions être. Mais ce voyage est rarement sans heurts, car de nombreux obstacles courants se mettent souvent en travers de notre chemin. L'une des plus grandes est la pression sociale ou familiale. Nos amis, nos proches ou notre culture peuvent s'attendre à ce que nous nous comportions de certaines manières, que nous poursuivions certaines carrières ou que nous adoptions certaines croyances. Si nous suivons aveuglément ces attentes, nous risquons de supprimer notre propre voix, retardant ainsi le processus d'individuation. Avec le temps, cela peut créer un tumulte intérieur car notre vie extérieure ne reflète plus notre expérience intérieure authentique. Un autre obstacle majeur est le manque d'introspection. Dans un monde trépidant et rempli de distractions, de téléphones portables, de médias sociaux et d'options de divertissement infinies, il est facile de survoler la surface de la vie sans jamais prendre le temps de poser des questions plus profondes sur qui nous sommes. Passer du temps seul, tenir un journal ou pratiquer une forme quelconque de pleine conscience peut sembler inconfortable au début, surtout si nous avons passé des années à ignorer les parties les plus sombres de notre psyché. Néanmoins, développer une habitude d'introspection est essentiel si nous voulons retirer les couches qui contiennent des aperçus précieux. Enfin, la peur du changement peut nous maintenir coincés. Même quand notre mode de vie n'est pas en phase avec nos valeurs profondes, l'idée de changer nos habitudes et notre identité peut sembler terrifiante. Nous pourrions nous accrocher à de vieilles routines, parce qu'elles nous semblent sûres, même si elles ne nous aident plus à grandir. Le travail de Jung nous rappelle que le changement est souvent un ingrédient nécessaire dans la quête de la plénitude, et que l'inconfort initial peut conduire à des récompenses à long terme si nous osons le traverser. Malgré ces défis, le voyage de l'individuation peut être très enrichissant. En intégrant nos intentions conscientes avec nos impulsions inconscientes, nous découvrons un sens plus cohérent de qui nous sommes et de ce que nous défendons. Nous pourrions réaliser, par exemple, qu'un intérêt d'enfance que nous avons abandonné en raison de la désapprobation parentale apporte toujours de la joie et devrait être ravivé. Ou nous pourrions découvrir qu'un trait prétendument négatif comme la sensibilité est en fait un don puissant lorsqu'il est correctement canalisé. Sur ce chemin, les percées arrivent souvent de manière inattendue,
peut-être à travers un rêve qui éclaire un conflit caché ou une réaction émotionnelle soudaine, qui révèle un désir de longue date. Nous apprenons à voir ces moments comme des indices précieux plutôt que comme des occurrences aléatoires. Chaque indice nous aide à reconstituer une image plus complète de notre psyché, nous rapprochant du type de possession de soi qui est enraciné dans la conscience et l'acceptation, plutôt que dans le déni ou le prétendu. En somme, l'individualisation ne vise pas la perfection ou l'atteinte d'un but ultime. C'est un état dynamique de tissage continu de différents fils de notre vie intérieure. Nous reconnaissons que nous contiendrons plusieurs facettes, certaines lumineuses et d'autres sombres, mais nous apprenons aussi à ne pas nous juger trop sévèrement pour être incomplets. Au lieu de cela, nous embrassons l'idée que chaque expérience, qu'elle soit douloureuse ou joyeuse, peut nous apprendre quelque chose sur qui nous sommes. En suivant la feuille de route de Jung consistant à rencontrer la persona, à affronter l'ombre et à équilibrer l'anima animante, nous obtenons une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de nos relations avec les autres. Et en nous poussant constamment vers le soi, nous allons au-delà des définitions superficielles du succès ou du bonheur pour atteindre un sens plus profond de l'harmonie avec notre propre nature. Cela ne signifie pas que la vie devient facile du jour au lendemain, mais cela signifie que nous abordons chaque défi avec un niveau de ressources intérieures qui ne vient que d'un examen honnête de soi. De cette façon, l'individualisation devient l'acte ultime de prendre soin de soi, un processus progressif mais puissant de devenir qui nous étions toujours censés être. L'une des contributions les plus fascinantes de Carl Jung à la psychologie est son concept de l'inconscient collectif, qu'il croyait exister au-delà du domaine des expériences personnelles. Alors que votre inconscient personnel contient des pensées, des souvenirs et des impulsions directement liées à votre vie individuelle, l'inconscient collectif contient des modèles et des images, ce que Jung appelait des archétypes, qui sont partagés par tous les gens. Considérez-le comme un plan universel pour l'expérience humaine. Ces formes archétypales sont héritées de la même manière que certains instincts sont transmis à travers les générations d'animaux. Même si nos cultures, langues et histoires personnelles diffèrent, il existe des thèmes et des personnages fondamentaux qui apparaissent dans les mythes, les histoires et les rêves du monde entier. Des exemples incluent la mère, une figure nourricière qui offre réconfort et subsistance. Le héros, qui se lance dans un voyage pour surmonter les défis et apporter le changement. Le vieil homme sage, qui fournit des éclairages ou des conseils. Et le farceur, un personnage malicieux qui perturbe l'ordre pour susciter la croissance ou révéler des vérités cachées. Les trames narratives universelles présentes dans les contes de fées, textes religieux et œuvres littéraires montrent que les humains sont liés par plus qu'une simple biologie partagée. Selon Jung, ces archétypes ne sont pas de simples coïncidences. Ces scripts cachés dans notre inconscient influencent nos objectifs, relations, peurs et aspirations de manière souvent inconsciente. Cette idée d'un inconscient collectif peut profondément façonner notre sens de l'identité personnelle, car elle suggère que l'histoire de vie de chaque individu est tissée dans des thèmes humains plus larges. Par exemple, si vous vous êtes déjà identifié de manière inattendue à un héros mythique, ou si vous êtes attiré par certains types d'art symbolique, vous pourriez puiser dans ces modèles universels. Les mythes et les histoires sociétales ne nous divertissent pas seulement, ils reflètent nos expériences plus profondes et nous guident pour naviguer dans les défis de la vie. Les films de super-héros modernes reprennent souvent les récits archétypaux classiques du bien contre le mal, du sacrifice et de la rédemption. Ces histoires résonnent avec tant de gens parce qu'elles font écho au schéma universel que nous portons tous en nous, nous rappelant la quête du héros pour surmonter l'adversité. Reconnaître ces archétypes dans nos rêves, relations ou pursuits créatifs nous fait réaliser que certains symboles répétés ne sont pas aléatoires.
Peut-être rêvez-vous souvent d'escalader une montagne escarpée qui pourrait représenter la lutte du héros pour accomplir une tâche redoutable. Ou vous pourriez remarquer que vous êtes attiré par des amis qui jouent le rôle du vieil homme sage ou de la mère dans votre vie. Ces aperçus nous en disent plus que de simples faits superficiels sur nous-mêmes. Ils suggèrent des processus et des besoins psychologiques plus profonds, comme le besoin de grandir, d'être guidé ou d'être nourri, nous connectent quant à tous ceux qui ont déjà foulé la terre. Comment cela est-il lié à l'idée de se posséder soi-même et de diriger sa vie de manière intentionnelle ? Si nous restons inconscients des forces archétypales qui dirigent nos pensées et nos actions, nous pouvons suivre aveuglément des récits qui ne nous servent pas vraiment. Par exemple, quelqu'un pourrait toujours se sentir obligé de jouer le héros dans ses relations personnelles, se précipitant pour sauver les autres, sans remarquer comment cela nuit à son propre bien-être ou prive les autres de la chance de résoudre leurs propres problèmes. Ou considérez quelqu'un qui tombe constamment sous l'influence de l'archétype du farceur, attiré par un comportement chaotique ou perturbateur qui peut affecter négativement ses amitiés ou sa carrière. Être conscient de ces modèles signifie reconnaître quand nous sommes attirés dans une histoire particulière et décider consciemment de la manière de réagir. Prendre conscience ne veut pas dire cesser complètement de se référer aux archétypes. Ce sont des énergies universelles qui enrichissent et donnent souvent du sens à nos vies. Au lieu de cela, nous gagnons la liberté de façonner délibérément notre comportement et nos attitudes. En observant ces modèles en nous, nous pouvons décider si nous voulons les embrasser, les modifier ou nous en éloigner complètement. C'est vital pour l'autonomie personnelle, car cela déplace nos choix de l'habitude inconsciente à la délibération consciente. Les stratégies pratiques pour explorer l'inconscient collectif et les archétypes peuvent être aussi variées que les archétypes eux-mêmes. Une approche est d'étudier les mythes et légendes de diverses cultures. Vous pourriez comparer les rôles des héros dans la mythologie grecque à ceux des bandes dessinées modernes, en notant la répétition de certains thèmes. Ce genre de lecture comparative vous aide à devenir plus sensible aux modèles archétypaux, à la fois dans la fiction et dans votre propre vie. Une autre méthode efficace est de s'engager avec l'art symbolique, comme les peintures médiévales, les œuvres abstraites ou les images de tarot. Ces formes d'expression puissent souvent dans le symbolisme archétypal, vous offrant un moyen visuel de vous connecter à des concepts universels, tels que la transformation, la renaissance ou l'orientation. En réfléchissant à ces images, demandez-vous lesquelles d'entre elles éveillent le plus vos émotions. Que pourrait dire cela sur les archétypes qui résonnent en vous à un niveau subconscient ? Jung a également proposé un exercice appelé imagination active, qui vous invite à interagir directement avec les figures ou les images qui apparaissent dans vos rêves ou vos rêveries. Supposons que vous faites constamment un rêve où un vieux mentor mystérieux vous montre un chemin à travers une forêt. Plutôt que de le rejeter comme étant aléatoire, vous pourriez passer du temps à visualiser ce personnage dans un état détendu, presque méditatif, et commencer un dialogue mental. Posez des questions. Qu'essayez-vous de me montrer ? Ou comment puis-je gérer les défis auxquels je suis confronté ? Bien que cela puisse sembler étrange au début, c'est une façon respectueuse d'écouter les messages que votre inconscient essaie de transmettre. En faisant cela, vous pourriez découvrir des informations sur vos défis personnels, ou vos désirs que vous avez négligés. Avec le temps, vous apprendrez à reconnaître des figures archétypales particulières, comme une figure maternelle nourrissante ou un farceur rebelle, et à voir comment elles peuvent vous guider, vous mettre en garde ou révéler des désirs cachés. De toutes ces manières, l'inconscient collectif nous rappelle que notre histoire personnelle est connectée à un vaste réseau d'expériences humaines partagées. Vous pourriez faire un rêve symbolisant la quête du héros, en même temps que quelqu'un d'autre, à l'autre bout du monde, peint une image qui s'appuie sur le même archétype, même si vous ne vous connaissez pas. Cette interconnexion peut être à la fois humiliante et valorisante. C'est humiliant car nous réalisons que nous ne sommes pas aussi uniques que nous le pensions. À un certain niveau, tout le monde traverse des paysages psychologiques similaires. En même temps, c'est stimulant, car comprendre ces modèles universels nous permet de puiser de la sagesse dans le bassin collectif.
Lorsque vous reconnaissez que vos anxiétés, vos désirs et vos espoirs reflètent des thèmes humains intemporels, vous pouvez également puiser dans le courage, la résilience et l'innovation intemporelle que les humains ont démontré tout au long de l'histoire. Finalement, travailler avec l'inconscient collectif et les archétypes est une autre étape dans le voyage vers l'autonomie personnelle, car cela nous aide à nous voir dans un contexte plus large, nous libérant de l'illusion que nous sommes seuls dans nos luttes, ou que nos rêves sont dénués de sens. Au lieu de cela, chaque peur, chaque joie, chaque obstacle peut être reformulé comme faisant partie d'un grand récit archétypal qui s'est déroulé sous d'innombrables formes à travers les continents et les siècles. Nous pourrions même trouver de l'inspiration dans ces histoires récurrentes, utilisant leur sagesse pour naviguer nos propres défis avec clarté et confiance. Par exemple, savoir que vous vivez une quête héroïque peut vous donner du courage dans les moments difficiles, tandis que comprendre l'archétype de la mère pourrait vous aider à prendre soin de ceux qui vous entourent ou de vous-même avec plus de compassion. Le but n'est pas de vous limiter à un seul rôle, mais plutôt de reconnaître que vous contenez des fragments de nombreux archétypes. Lorsque vous voyez ces forces plus grandes à l'œuvre, vous gagnez le pouvoir de décider comment et quand interagir avec elles. Cela enrichit finalement votre sens de soi, vous permettant de vous tenir plus fermement sur vos deux pieds, enracinés à la fois dans vos expériences personnelles et dans la tapisserie universelle de la psyché humaine. Une fois que vous avez une compréhension de base des concepts majeurs de Jung, comme la persona, l'ombre, l'anima animus et l'inconscient collectif, la question suivante devient: comment est-ce que j'utilise réellement ces idées pour prendre plus de contrôle de ma vie ? Bien que les théories de Jung puissent parfois sembler abstraites ou académiques, il existe des étapes très pratiques que vous pouvez prendre pour vous connecter à votre esprit inconscient et commencer le processus d'intégration des parties de vous-même que vous avez négligées ou niées. Ces étapes ne nécessitant pas des années d'études ou un background spécial en psychologie. Il vous suffit d'avoir la volonté de regarder en vous-même et un peu de courage pour affronter ce que vous y découvrirez. En incorporant des pratiques simples mais puissantes comme la tenue d'un journal, l'imagination active, l'expression créative et la pleine conscience, vous pouvez apporter des résultats tangibles dans votre vie quotidienne, vous aidant à devenir plus conscient de vous-même, authentique et confiant. Pour débuter facilement, l'auto-réflexion et la tenue d'un journal sont des méthodes accessibles. Tenir un journal peut sembler ordinaire, mais cela peut devenir un outil puissant pour explorer votre monde intérieur. La psychologie de l'union souligne l'importance de remarquer ce qui se cache sous la surface. Écrire les choses est un excellent moyen de découvrir des modèles que vous pourriez manquer autrement. Un bon point de départ est avec des questions ouvertes qui vous défient d'identifier les traits que vous cachez ou projetez inconsciemment. Par exemple, vous pouvez vous demander « Quelle qualité j'admire mais que je nie en moi-même ?» Cette question vise les choses que vous admirez chez les autres, mais que vous hésitez à revendiquer comme faisant partie de votre propre identité, comme le leadership, la créativité ou l'audace. Une autre question révélatrice est « Quel trait m'agace chez les autres qui pourrait refléter mon propre côté obscur ?» Peut-être trouvez-vous agaçant quand quelqu'un est trop bruyant ou égoïste, pour réaliser, à travers une auto-examen honnête, que vous aspirez parfois à l'attention, ou abriter des impulsions égoïstes. En écrivant ces questions et vos réponses, vous créez un enregistrement tangible de vos pensées, ce qui facilite la détection de thèmes récurrents ou de déclencheurs émotionnels. Avec le temps, vous pouvez réaliser que vous revenez constamment à des schémas similaires, comme un besoin constant d'approbation ou une peur de la confrontation, qui indiquent dans des parties cachées de votre psyché qui crient pour être reconnues. Au-delà de la tenue d'un journal, un exercice étroitement lié au travail de Jung est l'imagination active, qui offre une manière plus directe de parler à votre inconscient.
Contrairement à la méditation traditionnelle, où le but est de calmer vos pensées, l'imagination active encourage un dialogue intérieur avec les figures, symboles ou personnages qui émergent de votre psyché. Disons que vous avez une figure de rêve récurrente, ou une forte réaction émotionnelle à un certain archétype, comme un mentor sage ou un fripon rusé. Pendant un moment de calme, vous pourriez fermer les yeux et imaginer rencontrer cette figure dans un endroit qui vous semble sûr et confortable. Puis permettez-vous d'avoir une conversation. Posez des questions, écoutez les réponses et observez comment la figure réagit. Cela peut sembler étrange au début, mais cette méthode peut être incroyablement éclairante, car elle contourne vos défenses conscientes. Beaucoup de gens découvrent que, en interagissant avec leur inconscient de cette manière, ils découvrent des informations sur des peurs, des désirs ou des souvenirs qu'ils n'avaient pas reconnus consciemment. Avec le temps, ce dialogue peut mener à une guérison plus profonde, en abordant des blessures émotionnelles longtemps ignorées et en les intégrant dans un sens de soi plus cohérent. Le travail individuel n'est que le début. Vous pouvez sentir que vous bénéficieriez des perspectives d'autres personnes partageant votre intérêt pour les idées jungiennes ou la psychologie profonde. C'est là qu'interviennent la thérapie et le travail de groupe. Un analyste jungien ou thérapeute connaissant les concepts de Jung peut servir de guide à travers votre territoire inconscient. Au cours de séances régulières, vous et votre thérapeute pourriez explorer vos rêves, analyser des projections ou discuter de la manière dont les thèmes archétypaux se jouent dans votre vie. Les discussions de groupe et les retraites offrent aussi des perspectives utiles, en particulier quand les participants partagent leurs expériences avec des archétypes ou des schémas inconscients similaires. Entendre quelqu'un d'autre décrire la même lutte que vous traversez peut être incroyablement validant, vous rappelant que ces défis cachés sont plus courants que vous ne le pensez. Les paramètres de groupe suscitent souvent des révélations inattendues, en vous exposant à diverses approches pour gérer des obstacles intérieurs similaires. Que vous choisissiez un groupe de soutien, un atelier de week-end ou une retraite intensive, faire partie d'une communauté qui reconnaît l'importance du travail intérieur peut vous aider à vous sentir moins seul dans votre quête pour vous approprier pleinement. Une autre voie très efficace pour accéder à des parties cachées de votre psyché est l'expression artistique. Jung était un fervent défenseur de la créativité pour révéler le contenu inconscient. Que vous peigniez, sculptiez, écriviez de la poésie ou dansiez, vous engagez une partie plus intuitive et moins analytique de votre esprit. Vous n'avez pas besoin d'être un artiste formé pour bénéficier de ce type d'expression. En fait, mettre de côté le désir d'un produit final parfait peut être libérateur, car cela vous permet de vous concentrer sur le processus plutôt que sur le résultat. Les gribouillis symboliques, les choix de couleurs qui semblent instinctifs, ou les images spontanées, peuvent tous servir de passerelle vers des émotions ou des souvenirs cachés. La clé est de ne pas suranalyser vos créations tout de suite. Au lieu de cela, laissez-les simplement exister sur la page ou la toile. Plus tard, vous pouvez revisiter votre travail et réfléchir sur les formes, thèmes ou couleurs qui ressortent. Un simple gribouillage peut souvent révéler que vous subissez plus de stress que vous ne le pensiez, ou que vous aspirez à une certaine libération émotionnelle. En laissant libre cours à votre créativité, vous donnez à votre inconscient une plateforme pour s'exprimer de manière que les mots seuls pourraient ne pas capturer. Bien sûr, toute cette exploration intérieure peut sembler accablante si vous n'avez pas de moyens de vous ancrer ici et maintenant. C'est pourquoi les pratiques quotidiennes de pleine conscience et de méditation sont si précieuses. Ces dernières n'ont pas besoin d'être compliquées ou de prendre beaucoup de temps. Commencez par 5 minutes de respiration intentionnelle le matin, en vous concentrant sur chaque inspiration et expiration. Ou faites une rapide analyse corporelle le soir, en remarquant les zones de tension. Prenez conscience de comment votre esprit et votre corps réagissent aux émotions comme le stress, la joie ou l'anxiété en temps réel. Cette prise de conscience peut vous aider à reconnaître quand votre ombre est sur le point d'émerger, que ce soit par une remarque cinglante ou une soudaine anxiété, afin de réagir plus sereinement. Si vous avez fait un travail sur l'ombre, la pleine conscience peut vous alerter sur des signaux émotionnels indiquant le déclenchement d'une vieille blessure.
Plutôt que de réagir violemment ou de vous fermer, vous pouvez faire une pause, prendre une respiration et choisir une réponse alignée avec le moi plus intégré que vous cherchez à devenir. Enfin, le véritable test de ces outils d'union réside dans leur application dans la vie. Comment utilisez-vous les connaissances acquises grâce à la tenue d'un journal, à l'imagination active ou à l'expression créative lorsque vous interagissez avec votre patron, votre partenaire ou vos amis? Peut-être avez-vous découvert une peur refoulée qui vous pousse à saboter les opportunités au travail. Armé de cette nouvelle compréhension, vous pourriez prendre la parole lors d'une réunion au lieu de vous retenir ou vous porter volontaire pour un projet qui vous pousse hors de votre zone de confort. Ou peut-être avez-vous réalisé que vos problèmes de relation découlent du fait que vous projetez certaines caractéristiques sur votre partenaire, les mêmes que vous niez en vous-même. En assumant cette projection, vous pouvez commencer à avoir des conversations honnêtes qui brisent le cycle de la culpabilité et du ressentiment. Même de petits changements, comme remarquer quand votre anxiété augmente autour de certaines personnes ou reconnaître le moment où vous commencez à douter de votre valeur, peuvent s'accumuler en changements significatifs au fil du temps. Chaque choix que vous faites, enraciné dans la conscience de soi, renforce votre engagement à vivre authentiquement plutôt qu'à réagir par habitude ou par peur. En essence, ces étapes pratiques, journalisation, imagination active, thérapie, expression artistique, pleine conscience et application directe forment une approche holistique de l'autonomie basée sur la sagesse de Jung. Ils vous aident à peler les couches de votre psyché afin que vous puissiez voir clairement ce qui motive vos actions et décisions. Avec le temps, ce processus favorise un sentiment d'unité entre vos désirs conscients et les éléments inconscients qui façonnent votre vie en coulisses. Et bien que cela puisse être difficile parfois, surtout lorsque vous vous retrouvez face à face avec des aspects de vous-même que vous préféreriez ignorer, chaque pas en avant vous rapproche de la liberté et de l'authenticité qui définissent la véritable appropriation de soi. L'objectif n'est pas d'atteindre une existence parfaite et sans conflit. Il s'agit de vivre plus honnêtement, de faire des choix qui reflètent qui vous êtes vraiment au plus profond de vous. Cela peut impliquer d'embrasser votre créativité, de trouver le courage de dire votre vérité, ou simplement de découvrir que les traits que vous considériez autrefois comme des défauts peuvent devenir de profondes sources de force et de profondeur. En empruntant ce chemin, vous dépassez l'amélioration de soi superficielle pour entrer dans une véritable conversation avec votre psyché entière, un dialogue continu qui, avec le temps, transforme votre relation avec vous-même et le monde qui vous entoure. En terminant ce voyage, résumons brièvement les concepts abordés et leur lien avec le thème de l'appropriation de soi. Nous avons d'abord discuté de la persona, l'image que nous projetons dans les situations sociales. En prenant conscience de la mesure dans laquelle nous nous adaptons pour répondre aux attentes externes, nous pouvons commencer à voir où notre véritable moi pourrait être éclipsé. Ensuite, nous avons exploré l'ombre, les parties de notre personnalité que nous cachons ou nions, souvent parce qu'elles ne correspondent pas à ce que nous croyons être acceptable. Reconnaître ces traits cachés peut être une étape clé vers l'acceptation de soi et l'authenticité. De là, nous sommes passés à l'anima et l'animus, nous rappelant que chacun de nous porte à la fois des énergies masculines et féminines, qui peuvent enrichir notre vie émotionnelle, créative et psychologique lorsqu'elles sont équilibrées. Puis est venu l'inconscient collectif, où résident des symboles universels et des archétypes comme le héros et la mère. Ces modèles nous relient à quelque chose de plus grand que nos histoires individuelles, influencent nos choix et guident les rêves que nous faisons la nuit. Enfin, nous avons examiné le processus de transformation de l'individuation, dans lequel nous nous efforçons d'intégrer tous ces aspects de notre psyché, conscient et inconscient, lumière et obscurité, en un moi plus unifié.
En cours de route, nous avons abordé l'importance du travail sur les rêves, qui peut servir de ligne directe vers notre monde intérieur, offrant des indices sur ce qui reste non traité dans notre vie consciente. Aucun de ces concepts ne transformera automatiquement votre vie sans une pratique constante et une introspection. Lorsque vous remarquez votre persona dans les interactions quotidiennes, ou tenez un journal sur vos déclencheurs d'ombre, vous commencerez à voir des modèles que vous n'auriez peut-être pas remarqués avant. C'est à travers ces petits moments de réalisation, comme reconnaître un thème répété dans vos rêves, ou réaliser que vous avez projeté certaines caractéristiques sur quelqu'un d'autre, que la véritable croissance prend racine. L'autonomie personnelle n'est pas un chemin rapide. C'est un chemin sinueux qui demande patience, courage et la volonté d'affronter l'inconfort. Pourtant, chaque pas que vous faites peut être profondément gratifiant, car il vous rapproche d'un état de plénitude où vous vivez à partir d'une véritable connaissance de soi plutôt que de scripts sociétaux ou de peurs cachées. Il faut reconnaître que ce travail peut parfois sembler accablant, surtout face à de vieux traumatismes, des émotions douloureuses ou des croyances fondamentales jamais remises en question. Si vous vous trouvez dans une situation où cela semble trop difficile à gérer seul, n'hésitez pas à chercher de l'aide professionnelle. Un analyste syndical, un psychologue compétent, ou même un thérapeute bien formé qui est ouvert à l'exploration du contenu inconscient peut être un allié inestimable. Les ateliers de groupe ou les retraites axées sur l'exploration archétypale peuvent également fournir une communauté de soutien où vous apprenez des autres qui suivent un chemin similaire. N'oubliez pas que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse. Cela signifie que vous prenez au sérieux votre croissance et que vous êtes prêt à investir dans les processus qui mènent à une véritable transformation. Si vous vous sentez motivé pour approfondir, il existe plusieurs moyens immédiats de poursuivre cette exploration. Vous pouvez commencer un journal de rêve pour identifier les symboles ou émotions récurrents. Vous pourriez également commencer ou reprendre une thérapie, que ce soit en tête-à-tête ou en groupe, surtout si vous soupçonnez que certains aspects de l'ombre causent des conflits continus dans vos relations ou votre vie professionnelle. Une autre étape puissante consiste à lire l'un des textes principaux de Jung, tels que Souvenir, Rêve, Réflexion ou L'homme moderne, à la recherche d'une âme pour approfondir la compréhension de ces théories et observer leur résonance avec vos expériences. Si lire directement Jung semble intimidant, de nombreuses introductions, commentaires et journaux guidés existent pour rendre ces idées plus accessibles. Je veux vous laisser avec l'une des citations les plus célèbres de Jung, qui regarde dehors, rêve. Celui qui regarde en lui-même s'éveille. Cette ligne résume l'esprit de tout ce dont nous avons discuté. Bien qu'il soit naturel de chercher la validation, les réponses ou l'inspiration dans le monde extérieur, la véritable autonomie commence lorsque nous nous tournons vers l'intérieur et reconnaissons la complexité de notre propre esprit. En faisant cela, nous nous éveillons aux parties de nous-mêmes que nous avons peut-être ignorées, gagnant en clarté, en résilience et en un sens du but qui ne dépend pas de l'approbation externe. Ce processus est une quête libératrice de toute une vie, car la véritable plénitude ne peut pas être précipitée. Il se déroule alors que nous nous engageons continuellement avec nos rêves, notre auto-réflexion et nos relations de manière plus consciente et empathique. En reconnaissant le persona que nous portons, l'ombre que nous cachons, les archétypes qui nous façonnent et les profonds puits de créativité qui résident dans notre inconscient, nous commençons à écrire notre propre histoire plutôt que de suivre passivement le scénario de quelqu'un d'autre. Que cette exploration vous inspire à regarder plus profondément, à poser des questions plus audacieusement et à découvrir le pouvoir transformateur de vraiment vous approprier.